Alors c'est un métier que je trouve très dur. Je me dis que ça doit être très très difficile d'entendre à longueur des journées les soucis des gens. Déjà j'en ai un peu pas avec les miens, avec ceux de mon mari, avec ceux de mes enfants. Tous les gens qui t'entourent, tu vois bien qu'on a tous des difficultés, des blocages. Donc je me dis, si ça devient un métier et que tu fais ça à longueur des journées, ça doit être quand même très épuisant. Je me dis que ça doit pas être évident tous les jours de voir des personnes qui parlent constamment de leurs problèmes, qui vont pas bien tout le temps. Et je me demande comment tu rentres chez toi le soir avec tous ces bagages à porter et comment tu fais pour digérer tout ça finalement. Je ne sais pas. Ils vont peut-être consulter des collègues eux-mêmes. Ils ont peut-être acquis dans leur cursus, dans leur carrière, des techniques aussi pour mieux maîtriser leurs émotions ou leurs traumatismes. Je ne sais pas. Peut-être que ça fait partie de leur formation, d'arriver à gérer le traumatisme des autres. Je ne sais pas. Peut-être un peu de tout. Je me suis souvent demandé comment les psychologues se protègent de la vague d'émotions souvent lourdes qu'ils reçoivent par leurs patients toute la journée, toutes les semaines, etc., le long de leur carrière. Je me suis souvent demandé comment ils se protègent en fait, parce que ils doivent forcément avoir une certaine sensibilité qui fait que ça les affecte un petit peu. Je pense que dans la formation de psychologue, on apprend aussi à comment se protéger par les émotions des autres. Et que du coup, ils arrivent à garder une certaine distance. On s'entraîne à pas vivre sur sa peau les soucis de ses patients. Mais j'imagine que c'est un peu la base de formation de psychologue. C'est un métier. Et voilà, tu dois rester en dehors de ce que tu reçois. Tu dois exercer avec tes outils, ton expérience. Mais ça reste un métier où on applique ce qu'on a appris et étudié, je crois. Épisode 9. Prendre soin de soi. La résilience des psys. La psy, c'est pour les fous. Les psys, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy, c'est pour les fous. La psy c'est pour les fous. Bienvenue sur Éclairage Psy, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la thérapie. Vous écoutez la première série, La psy, c'est pour les fous. Je suis Jeanne Coiffard, psychologue, auteure et podcasteuse. Mon objectif, démystifier le monde de la psy, faire de la santé mentale une priorité et vous montrer que la thérapie est un outil puissant pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Vous avez encore des doutes ? C'est normal. Dans cette saison, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous faire découvrir les coulisses de notre métier pour qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. À travers des témoignages et des paroles d'experts, je vous offre une vision claire et sincère du monde de la psy. Si cet épisode vous inspire ou peut aider un proche, n'hésitez pas à le lui partager. Allez, on y va ? Si seulement Johanna et Guillaume, les deux derniers intervenants, pouvaient avoir raison. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'existe pas vraiment de formation qui apprendrait à nous, les psychologues, à se protéger des émotions de nos patients. À l'université, on nous apprend surtout la théorie psychopathologique. La psycho quoi ? Oui, pardon, je m'explique. C'est-à-dire que nous sommes en capacité d'identifier des symptômes, de les regrouper, de les classer et d'en déduire un diagnostic. C'est ce qu'on appelle la nosographie. Nous avons un bagage théorique solide, mais pour ce qui est de la pratique et de cet aspect en particulier de notre activité, à savoir prendre soin de soi, vous n'avez aucun bilan, rien, nada, wallo. En gros, allez, saute dans le grand bain et débrouille-toi. Eh vous savez quoi ? Moi, je crois que je me suis noyée. Et oui, je me suis complètement noyée. Pourtant, je sais nager. Et je pense que je ne suis d'ailleurs pas une mauvaise psy. J'ai toujours eu une bonne alliance thérapeutique avec mes patients et les personnes que j'ai accompagnées ont été satisfaites de leur cheminement avec moi. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, on parlera des concepts de processus et d'alliance thérapeutique dans le premier épisode de la deuxième série. Et pourtant, malgré mon amour pour ce métier, comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, psy, un métier de cœur et de sens, cela n'a pas suffi. Il est arrivé un moment où je partais travailler avec la boule au ventre. Vous vous souvenez de l'histoire du genou à terre que je vous ai racontée dans un épisode précédent ? Cette blessure que je me suis faite au tennis et qui semblait symboliser cette sensation de contrainte que je vivais.
J'étais heureuse de retrouver mes patients, satisfaite de les voir évoluer, mais quelque chose en moi, dans mon corps, dans mon cœur, me disait que ce n'était plus aligné avec ce que je voulais vraiment vivre. C'est là que des profils comme celui d'Aurélie, rencontré dans l'épisode 5, m'ont rassurée. Aurélie, elle a très vite compris que ni le salariat, ni le libéral n'étaient réellement sa tasse de thé. Hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. J'étais psychologue à temps plein dans une entreprise qui m'allait très bien au début et au fil des années, je me sentais de moins en moins à ma place parce qu'en fait, on me demandait de faire des choses qui étaient pas du tout alignées à mes valeurs. Donc, j'ai pas fait de burn-out, mais je pense que j'étais plus proche du fameux brown-out quand les valeurs de l'entreprise ne correspondaient pas du tout à mes valeurs personnelles. Donc là, ça a commencé à me trotter dans la tête où je me suis dit, bon, j'ai besoin de plus de liberté, faut que je fasse autrement, autre chose. Et là, l'idée d'ouvrir mon cabinet est apparue parce que j'avais plein de collègues qui faisaient aussi un petit peu ce pas-là. Donc, après 2 ans dans cette entreprise, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, je vais me lancer, je vais ouvrir mon cabinet. Donc, janvier 2020, date officielle, j'ouvre mon cabinet, je suis très contente, j'ai l'impression, bah voilà, d'avoir ma liberté, je fais comme je veux, etc. Et c'est le cas, effectivement, au début, je prends beaucoup de plaisir à ça. Et puis, encore une fois, je me retrouve finalement un petit peu coincée et je suis en train de me dire, mais en réalité, je suis pas si libre que ça. Il y a une espèce de dissonance qui fait que, bah, en fait, j'ai lancé mon activité pour effectivement être mon propre patron, être plus libre et j'avais l'impression au bout d'un moment de me retrouver un peu prisonnière de ce que j'avais moi-même créé, cette fameuse prison dorée où je me rendais compte que, bah, mine de rien, dans nos professions, on a des rendez-vous à honorer, hein, donc forcément, on fait pas ce qu'on veut. Et puis, ça devenait de plus en plus pesant parce que j'étais aussi à une période dans ma vie personnelle où, bah, ça se passait pas forcément très bien et je me rendais compte que, bah, j'avais plus les mêmes envies. Je disais souvent que j'avais besoin de plus de joie dans mon quotidien. Ah malheureusement, on va dire que, les personnes qui viennent nous voir, c'est pas pour des choses joyeuses, hein, évidemment, hein, c'est la base de notre métier et donc ça commençait à coincer un petit peu. Je me rendais compte que les patients attendaient aussi une espèce de baguette magique, donc il y avait une sacrée pression, en fait, sur les épaules de: «Ah OK, ils veulent des résultats», ce qui est tout à fait normal, mais il y avait ce côté très passif qui commençait à me peser aussi beaucoup malgré, bah, voilà, le fait d'en discuter, de mettre des mots sur tout ça. Il y avait un truc, voilà, qui coinçait et puis je sentais que j'étais de moins en moins, à ma place dans ce métier. Ça a passé par des manifestations, physiques aussi. Moi, ça passe souvent comme ça, c'est que j'ai beau savoir quelque chose, j'ai pas envie de le voir, donc du coup, bah, c'est mon corps qui parle à ma place. Donc bah, du coup, j'avais la fameuse migraine des week-ends. Tous les week-ends, la migraine, vraiment pour me dire, il y a un truc qui va pas. Ça s'est passé aussi d'ailleurs, dans mon activité salariée, avant que je décide de m'installer en libéral. Là, je me rends compte que même dans mon libéral, ça se repasse comme ça, donc ça me met un peu la puce à l'oreille. Le matin, quand je me lève, la première pensée, c'est: «J'ai pas envie». Puis là, je me dis quand même, c'est pas «normal» entre guillemets dans le sens où c'est mon activité, c'est moi qui l'ai créée, puis il y a cette baisse de motivation. Donc je sentais bien qu'il y avait un truc qui coinçait, mais je savais pas quoi faire avec ça. Comme Aurélie, je me levais le matin avec cette pensée lancinante. Oh, j'ai pas envie. À force d'ignorer cette petite voix intérieure qui tentait de me dire que quelque chose n'allait pas, mon corps, lui, a fini par se manifester. Cette blessure au genou, une fissure du ménisque pour être précis, a rendu la posture assise déjà inconfortable et pesante encore plus insupportable. J'avais choisi le libéral aussi pour la flexibilité que ça offrait, surtout avec 2 jeunes enfants et un compagnon au planning bien rempli. Mais comme Aurélie, je me suis vite sentie prisonnière de mon agenda, enchaînée à des rendez-vous que je devais honorer coûte que coûte, peu importe mon état psychique. Alors, quand tout va bien, c'est fluide, ça coule de source. Mais quand la motivation s'évapore, qu'elle prend ses jambes à son cou, c'est une toute autre histoire. Et puis, il y a cette question épineuse de l'obligation de moyens et de résultats que j'avais commencé à évoquer. Les formateurs du DU de thérapie familiale insistaient là-dessus. Vous avez une obligation de moyens, pas de résultats. Concrètement, ça veut dire que je devais aider, mais sans avoir la responsabilité de la réussite de la thérapie du patient. Et cette affirmation, j'ai toujours eu un peu de mal à l'accepter. Parce que dans la réalité, les patients viennent jusqu'à nous. Ils nous confient leurs histoires, leurs parts d'ombre, parfois leurs traumatismes les plus enfouis. Ils nous payent et pour certains, le coût d'une séance représente un vrai sacrifice. Ils aménagent du temps dans leurs agendas, souvent surchargés, pour venir nous voir. Et bien sûr, ils arrivent avec une demande et ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est qu'il y ait un changement dans leur vie.
C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la thérapie après tout. Les patients espèrent que leurs symptômes anxieux ou dépressifs s'atténuent, que le deuil qu'ils sont en train de vivre deviendra plus supportable, qu'ils pourront dépasser les effets d'un traumatisme. Vous seriez surpris du nombre de femmes et d'hommes qui viennent nous consulter suite à des violences sexuelles. C'est une situation malheureusement bien moins isolée qu'on ne pourrait le croire. D'autres personnes cherchent à apaiser une relation conflictuelle, briser les chaînes d'une emprise ou avoir la force de quitter une relation toxique. En gros, ils veulent aller mieux, se sentir plus solides, regagner de l'estime de soi, retrouver la confiance nécessaire pour oser changer de voie ou comprendre pourquoi ils sont aussi sensibles. Et toutes ces demandes sont parfaitement légitimes. Heureusement, dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer Claude Duterme. C'est un psychothérapeute belge formé à la thérapie brève stratégique. Il apporte une autre vision des choses qu'il qualifie lui-même de décalée. Son approche est aux antipodes des discours parfois un peu classiques et académiques. Claude a un style bien à lui et je dois dire que sa perspective m'a, rassurée quant à mes propres convictions. Je dois d'abord dire que je suis un psychothérapeute systémique de l'école de Palo Alto et on pourrait résumer cette approche en disant que ce que nous cherchons à faire, c'est d'aider les patients qui viennent nous voir à faire en sorte qu'ils puissent se débarrasser des problématiques qui les handicapent dans leur vie quotidienne. Donc bien se débarrasser des problématiques qui les encombrent. Bien entendu, pour cela, le minimum, c'est que nous mettions en œuvre les moyens dont nous disposons. Il y a donc bien entendu une obligation de moyens à faire ce travail. Mais comme je le dis également à mes patients, je leur dis, mon objectif, c'est que à la fin de la prise en charge et dans des délais raisonnables, ils soient débarrassés de leurs problématiques et qu'ils puissent reprendre un équilibre qui leur permette de vivre sans les problèmes pour lesquels ils étaient venus consulter. Alors, bien entendu, je leur dis aussi que je ne leur signe pas un chèque en blanc. Dans le monde des humains, on ne peut jamais déterminer absolument quel va être le résultat de ce qu'on fait. Mais n'empêche que je recherche, et ce que nous recherchons, c'est l'obtention d'un résultat. La mise en œuvre de moyens, c'est justement un moyen pour obtenir ce résultat. Dans cette perspective, par exemple, c'est qu'il n'est pas question d'attribuer aux patients l'échec de la thérapie. Après tout, c'est nous les professionnels, c'est nous qui sommes en charge de mettre en œuvre des moyens pour qu'un résultat soit atteint. On ne peut tout de même pas demander à quelqu'un qui va pas bien d'être suffisamment en forme, de développer je ne sais quelle aptitude pour pouvoir aller bien tout seul. Donc, en tant que professionnels, c'est nous qui sommes responsables de l'échec de la thérapie. C'est trop facile de dire que le patient a ceci, a fait cela, est réticent au changement. Bien entendu que le patient est réticent au changement. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'on va se fouetter parce qu'on a échoué dans tel ou tel accompagnement. On ne peut pas réussir tout le temps. Mais nous sommes, et en tout cas je me sens, en obligation de résultat dans tout accompagnement que j'accepte de mener. Je sais bien que je n'ai aucune prise sur l'investissement de mes patients dans leur thérapie. Je ne peux pas contrôler leur motivation et une bonne partie du boulot leur appartient, ça c'est évident. Mais malgré cette compréhension, disons intellectuelle, j'avais du mal à ne pas me sentir responsable d'une certaine façon. Attention, pas responsable de leur souffrance, non, mais responsable de leur évolution. Après tout, je suis psychologue. Mon travail, c'est d'écouter, d'accompagner et quelque part de leur permettre d'avancer grâce à cette écoute et à ce que je leur renvoie. Alors, quand ça n'avance pas comme ils l'espéraient, j'ai l'impression parfois de mal faire mon travail. Je sais, certains de mes collègues doivent lever les yeux au ciel en m'écoutant. Et peut-être qu'il y en a qui se disent « elle ferait mieux de bosser ça en supervision, celle-là ». Et bien sûr, ils n'ont pas tort. D'ailleurs, bien sûr que je l'ai travaillé en supervision. Ce sentiment d'impuissance qui pouvait parfois surgir dans certaines prises en charge. Mais là, il ne s'agissait pas que de ça. Non, c'était plus complexe. Il y avait la question du résultat, oui, mais aussi le poids des émotions de mes patients. Ces histoires, ces vécus, parfois si lourds, qui restaient avec moi le soir quand j'étais chez moi avec ma famille, en dehors de mon cabinet. Et même en restant dans une posture très professionnelle, il y avait des jours où c'était vraiment difficile de ne pas être affecté. Tout ça, cette pression, ce poids, ça formait un mélange que je supportais de plus en plus difficilement. Ah oui, en effet, ça ne doit pas être simple de rentrer chez soi comme si de rien n'était quand on a entendu toute la journée des patients nous raconter des épisodes douloureux de leur vie. Oui, en effet, ce n'est pas facile tous les jours. Heureusement, on peut trouver de l'aide. Malheureusement pour moi, je suis tombée sur les travaux de Pascal Brion un peu trop tard. Je ne connaissais pas encore la notion de fatigue de compassion. Si seulement j'avais pu en entendre parler plus tôt, je suis certaine que cela m'aurait permis de mettre du sens sur ce que je vivais et peut-être de réagir avant que tout ne devienne trop pesant.
D'ailleurs, petit clin d'œil à mes collègues psy avec qui j'étais en supervision. C'est grâce à elles que j'ai découvert son passage sur France Inter dans l'émission Sous le soleil de Platon de Charles Pépin. Je vous encourage d'ailleurs vivement à écouter cet épisode, tant il regorge d'enseignements précieux. Mais pas de panique, je vais vous en partager l'essentiel ici. Pascale Brion, donc c'est une psychologue canadienne spécialisée dans le stress post-traumatique. Elle a écrit de nombreux ouvrages, dont Entretenir ma vitalité des dents. Un titre évocateur, n'est-ce pas ? Dans ce livre, elle parle notamment de traumatisme vicariant et de fatigue de compassion. Vous allez voir, c'est à la fois éclairant et un peu dérangeant quand on se reconnaît dans ces descriptions. Charles Pépin, animateur de l'émission Sous le soleil de Platon sur France Inter, se demande justement pourquoi les soignants, les aidants de tout type, sont-ils si nombreux à n'en plus pouvoir. Il va même plus loin en disant, je le cite, « Au fond, pourquoi les gens qui sont si généreux de par leur métier, qui ont l'empathie dans leur code de déontologie, pourquoi souffrent-ils autant ?» Il interroge alors son invité. Comment prendre soin de ceux qui prennent soin ? Voici quelques extraits diffusés sur France Inter le jeudi 4 janvier 2024. Quand on est soignant, de tout type de soignant, il peut arriver un moment donné où c'est trop. Un moment donné aussi où on glisse de l'empathie à la sympathie. Pascale Brion explique la différence entre ces postures et en ajoute même une troisième, la distanciation. Je vais vous en donner une brève définition. Alors, l'empathie consiste à se plonger dans le monde de l'autre tout en préservant une saine distance. Cela permet de comprendre ce que vit l'autre et de refléter ses émotions sans confondre ses propres frontières avec celles du patient. Cette posture professionnelle favorise une aide efficace car elle évite que le soignant s'épuise ou perde sa vitalité. La sympathie, elle, va au-delà de l'empathie, en impliquant une résonance émotionnelle excessive et une identification à l'autre. Cette posture entraîne souvent une implication de l'ego. Le soignant peut se sentir responsable de la souffrance du patient ou juger ses propres compétences en fonction des progrès perçus. Cela peut devenir contre-productif et conduire à une fatigue émotionnelle ou à une surcharge mentale. La distanciation est une forme de défense adaptée par les soignants épuisés. Elle se traduit par un détachement excessif où le soignant devient insensible à la souffrance du patient. Cela peut mener à des réponses froides ou détachées et à une incapacité à s'investir dans la relation thérapeutique. I don't care. Cette posture est souvent le symptôme d'une fatigue de compassion ou d'un trauma vicariant. Cette distanciation, nous explique Pascale, est une attitude que les soignants qui n'en peuvent plus adoptent parfois. Ces professionnels peuvent souffrir de fatigue de compassion ou de traumatisme. La fatigue de compassion est très teintée par un sentiment de lassitude, d'impuissance acquise, de désillusionnement par rapport à la société, par rapport à ses patients, alors que dans le trauma vicariant, c'est davantage teinté par l'anxiété et le stress post-traumatique par procuration. C'est-à-dire qu'on va réagir à des situations parce que nos patients nous ont décrit en détail l'inceste ou l'agression sexuelle ou le génocide qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et donc, on va commencer à développer des symptômes d'évitement ou même de flashback pour un trauma qui ne nous appartient pas. On utilise aussi ce terme d'usure compassionnelle ou d'usure de compassion. Et effectivement, on entend non seulement cette usure, cette impression que c'est répétitif, cette impression qu'on est exaspéré, cette impression que nos frontières sont maintenant devenues poreuses, mais aussi cette impression de ne plus trouver de sens. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les soignants qui viennent nous voir, qui disent, j'ai choisi ce métier par vocation, j'ai choisi ce métier parce que où je voulais être aimé, où je voulais donner un sens à quelque chose, m'expliquer quelque chose. Et maintenant, je suis aussi très honteux de mes propres réactions. Ils vont nous dire des choses comme je suis maintenant distrait quand j'écoute certains patients ou je me sens exaspéré quand j'entendais cet extrait qui disait j'ai envie de le secouer. Puis quand dans nos bureaux, ils vont pouvoir le dire avec honte, où est passée ma patience, où est passée mon empathie pour mes patients. Je me vois avec dureté dans mes propres réactions d'exaspération ou d'ennui. Ces situations douloureuses pour les aidants sont bien sûr à éviter. Mais Charles Pépin soulève un paradoxe poignant. La société dépend fortement de ses aidants et dans le même temps, beaucoup de ces aidants sont à bout. Et ce n'est pas qu'une impression. Leur vocation les pousse vers des métiers porteurs de sens, mais ironiquement, l'intensité de leur engagement et la fatigue émotionnelle qui en découle peuvent éroder ce sens. Ce phénomène, appelé fatigue compassionnelle, les amène parfois à ressentir un vide ou une perte de sens, même dans des professions qu'ils ont choisies par passion ou altruisme. Un rapport du ministère de la Santé et de la Prévention, publié fin 2023, sur la santé des professionnels de santé, a présenté des résultats édifiants. Sur un échantillon de 50 000 personnes, il apparaît que 64% souffrent de fatigue et de stress élevé, et 55% des professionnels déclarent avoir connu au moins un épisode de burn-out. Pascale Brion propose différentes façons de prendre soin de soi quand on est professionnel de la relation d'aide.
Alors, évidemment, on a plusieurs stratégies tout à fait précises qu'on va utiliser dans le traitement des soignants, un traitement psychologique des soignants. On va commencer par leur proposer de mieux se connaître, c'est-à-dire de connaître leurs zones de fragilité. Quels sont les patients avec lesquels ils réagissent plus fortement? Quelles sont les situations qui peuvent évoquer des symptômes de trauma vicariant ou de fatigue de compassion? Donc d'abord, on va évidemment identifier avec eux les zones de fragilité, quels sont les événements vécus dans leur passé qui peuvent faire en sorte qu'ils soient particulièrement sensibles à tel suicide d'un patient, tel divorce d'un autre, telle réaction douloureuse lors d'un accident, par exemple, ou d'une situation vécue à titre de policier, par exemple. Donc, c'est évidemment la première stratégie. Et puis, aussi leur motivation pour ce métier. Est-ce qu'ils ont choisi ce métier par désir de mieux comprendre? Mais en fait, donc, est-ce que j'ai choisi ce métier parce que j'aime être aimé? Est-ce que j'ai choisi ce métier parce que je veux devenir le soignant que j'aurais mérité avoir alors que je vivais cette situation si difficile quand j'étais petit? Est-ce que j'ai décidé d'être soignant parce que je veux avoir un impact important sur les autres? Et évidemment, dépendamment de ces motivations, bien, la patientèle va réagir et résonner en nous de façon très, très différente. Si j'ai choisi ce métier parce que j'aime être aimé, eh bien, je vais réagir plus fortement à des gens qui me dénigrent, qui me méprisent. Si j'ai choisi ce métier parce que j'ai envie d'avoir un impact, je vais réagir plus difficilement à des patients qui me font sentir que bien, tout ce que je dis est inutile et que en aucun cas, ils ne vont s'améliorer ou diminuer leurs symptômes. Pascale soulève une différence importante qu'elle a observée entre la France et le Canada francophone. En fait, c'est ce que je vois peut-être culturellement entre le Québec et la France actuellement, c'est-à-dire que c'est très, on voit ça avec beaucoup d'humilité chez nous. On a de moins en moins de difficultés à dire qu'on est en fatigue de compassion ou en trauma vicariant. On n'a pas l'impression que ça touche notre compétence. Alors qu'en France, je sens qu'il y a encore une très grande résistance, comme si d'avouer que ça peut être fatigant ou usant, les thérapeutes ont peur qu'ils se font dire, ben, tu es pas à la bonne place. Tu es pas compétent, en fait. Ben oui, pourquoi tu as choisi ce métier? Finalement, t'as pas ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Pascale propose donc aux aidants de bien se connaître. Pour ce faire, un travail thérapeutique personnel ainsi qu'une supervision sont nécessaires. Elle expose également une autre façon de prendre soin de soi. On a des stratégies plus pointues, donc, et une de celles-ci, c'est de pouvoir identifier ces auto-soins. Alors, les auto-soins sont des stratégies de vitalisation, d'auto-vitalisation que nous allons intégrer dans notre vie pour maintenir justement notre capacité d'empathie. Et une de celles-ci, c'est de pouvoir s'exposer à la beauté et à la grandeur humaine, parce que bien, dans notre métier, on peut être confronté régulièrement à la petitesse et la laideur humaine, pas nécessairement avec notre contact avec nos patients, bien sûr, mais avec ce qui est arrivé à nos patients. Le mal, la violence, la laideur, la petitesse. Et donc, pour éviter justement cet épuisement, bien, une des stratégies, c'est de s'exposer à la grandeur, à la beauté humaine. Et donc, ça n'arrivera pas tout naturellement dans notre vie. Quelquefois, il faut forcer cet élément justement dans notre agenda où je peux trouver cette beauté, où je peux voir ce que l'être humain est capable de faire de plus beau et de plus grand. On a besoin de cette beauté qui réconcilie, qui réconforte, de pouvoir s'exposer à quelque chose d'harmonieux, de magnifique et de dire, mon Dieu, l'être humain est capable de cette beauté, mais d'être en contact avec la toile de Guernica, par exemple, de Picasso, et de voir cette douleur, cette horreur peut aussi nous aider à transcender l'horreur vécue auprès des réfugiés d'Ukraine, par exemple, ou de la bande de Gaza, et de se dire, bien, il y a quelque chose qui a été transcendé par cet artiste qui vient aussi me réconcilier avec cette part de l'homme, de l'être humain qui est indissociable de cette grandeur, c'est-à-dire cette capacité de violence aussi absolue. Cette transformation par l'art va non seulement nous exposer à quelque chose de réconfortant et de réparateur, mais aussi nous aider aussi à digérer ou à assimiler, à transcender cette violence avec laquelle on est confronté tous les jours. Selon Pascale Brion, la beauté peut guérir et elle encourage les professionnels à s'y exposer autant que possible. Une des choses que je veux justement encourager chez les soignants, c'est qu'ils puissent intégrer dans leur quotidien justement cette exposition aux chefs-d'œuvre, à ces hommes, ces femmes qui ont pu nous exposer à cette beauté et puis à nous aider à continuer à travailler avec l'être humain, avec toutes ces facettes finalement, ces plus ou moins nobles facettes. Et donc, je pense qu'elles ont des pouvoirs de guérison et d'élévation de l'âme importants.
Quand on est souffrant en tant que soignant ou en tant qu'aidant, on peut se mettre facilement dans une position de fermeture. Fermeture envers cette nature humaine qui est souffrante, qui est exigeante, qui nous demande constamment de nous occuper d'elle-même, qui peut être laide et petite. Et puis, finalement, on commence à être très fermé à tout cela. On s'isole en ayant l'impression que ça nous fait du bien. Alors qu'une des stratégies, c'est justement de continuer à être ouvert. Bien sûr. Mais à l'art, justement, à la beauté, à la grandeur, de se laisser encore toucher par certaines dimensions extrêmement belles de ce que l'être humain était capable de faire parce qu'on sent qu'elles ont des pouvoirs réparateurs et de transcendance. Pascale Brion évoque aussi ce qu'elle appelle la blessure morale, qui sont pour elle toutes ces situations où le professionnel aura été contraint d'assister, de faire soi-même des actions ou des gestes qui ne sont pas en phase avec ses valeurs morales et qui peuvent même aller à l'encontre de la vision de son métier. Ces intervenants vont nous dire, j'ai l'impression que j'ai posé des gestes ou j'ai assisté à des gestes qui ne correspondaient pas à mes valeurs profondes, à ce que je croyais juste et bon, et je me suis sentie complice de quelque chose dans lequel je ne crois pas. Et même des professionnels vont avoir l'impression de dire, mais je maintiens un système dans lequel je ne crois plus. Et c'est extrêmement douloureux et ça peut être un facteur fragilisant pour le trauma vicariant ou la fatigue de compassion. Catherine est psychologue dans un conseil départemental. Je l'ai contactée parce qu'elle a traversé une véritable blessure morale qui l'a poussée, pour se préserver, à se mettre en arrêt de travail. Vous vous souvenez peut-être d'elle, nous avions déjà entendu une partie de son récit dans l'épisode 5, Psy en pratique. Dans sa mission de psychologue, elle estime qu'un enfant n'a pas été correctement pris en charge. Elle a vécu une véritable blessure morale à cause de ce qu'elle considère comme un manquement professionnel institutionnel. Par exemple, pour ce petit garçon, moi j'aurais préféré qu'il en passe pas par les médicaments, mais qu'il ait tout de suite un ITEP, qu'il ait tout de suite une prise en charge adaptée, qu'il n'y ait pas des trous dans son accompagnement qui l'amène à ça. Ça, c'était des résultats quand même, avoir des résultats pour pas que son état psychique s'aggrave. Et là, il s'est aggravé, en fait. Au vu des à mon sens, avec les dysfonctionnements et les choses relationnelles qui ont été de mauvaise qualité. Et bon, alors oui, on dit ça, effectivement. Qu'est-ce on risque rien. On risque rien au plan, j'imagine, au plan légal. On risque rien, mais au plan psychique et affectif, oui, on risque. On risque de soi. Aussi, on risque. C'est vrai qu'on a une obligation de moyens, mais nous, ce qu'on veut, c'est amener des résultats. Minima, dans la vie de l'enfant, en tout cas. Des résultats positifs. J'ai pas encore fait le deuil de ça, voilà. C'est pour ça que je reste encore dans cette institution. Parce qu'à un moment donné, si on fait le deuil de ça en se disant, bon, mais de toute façon, on ne pourra pas sauver tous les enfants de la Terre, et ça c'est vrai. Il faut aussi rester mesuré et pas dans la toute-puissance. Mais entre la toute-puissance et l'impuissance, il y a quand même un gap, il y a un espace dont on doit se saisir pour essayer d'amener au mieux notre mission. Et donc, on va identifier ces blessures morales et on va favoriser justement un réapprivoisement de ces blessures, faire en sorte que l'écart entre ce que j'aurais voulu faire et ce que j'ai dû faire ou ce à quoi j'ai dû assister, comment est-ce que je peux résoudre cet écart moral en quelquefois me pardonnant, bien sûr, en quelquefois relativisant ce qui s'est passé, en diminuant certaines attentes. On favorise cette souplesse, cette flexibilité cognitive qui quelquefois n'existe plus chez le soignant, où il y a une très grande rigidité envers soi, des attentes extrêmes qui favorisent cette dureté envers soi-même. Donc, on va favoriser cette souplesse émotionnelle. C'est très associé à la résilience, très associé même à la croissance post-traumatique qu'on va d'ailleurs favoriser chez nos soignants, c'est-à-dire est-ce que non seulement on souffre de fatigue de compassion, mais est-ce qu'on peut avoir de la satisfaction de compassion? Et puis, est-ce qu'on peut aussi, le pendant de la fatigue de compassion, c'est la satisfaction de compassion, mais le pendant du trauma vicariant, c'est la résilience vicariante, c'est-à-dire en contact avec des patients, non seulement bien j'ai de la satisfaction de compassion, mais aussi je peux apprendre d'eux à être plus résilients. Waouh, elle est passionnante cette Pascale Brion. Et toi, du coup, tu n'avais rien fait de tout ça ? Eh bien, figure-toi que, étonnamment, j'avais quand même mis en place, sans le savoir, les recommandations de Pascale Brion. Depuis 2023, je travaillais sur moi-même, thérapie ICV depuis 2018, en supervision avec Johanna Smith, une figure majeure de la méthode LIICV en France, et formation continue au fil des années. Je connaissais bien mes propres mouvements psychiques et j'avais décidé d'accorder plus de temps à la peinture quand mon métier devenait pesant pour moi. 2 ateliers par semaine, acrylique, huile, 4 heures en tout,
Déjà pas mal, même si en réalité j'aspirais à plus. À cela s'ajoutait une hygiène de vie quasi impeccable. Sport, yoga, alimentation bio, saine, des consultations régulières chez des ostéopathes et énergéticiens. Je ne fume pas, je bois rarement. Bref, j'avais tout mis en place pour prendre soin de moi. Et pourtant, le mal-être persistait. Une lourdeur indescriptible, difficile à avouer. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il semble inacceptable d'exercer un métier aussi beau et de ne plus en trouver la motivation. Peut-être aussi par peur du jugement des pairs. Pascal Brion le décrit bien, cette réaction souvent désobligeante de certains collègues. Sur les réseaux, par exemple, dès qu'un psy confie ne plus avoir de plaisir dans son travail ou exprime des difficultés, les réponses fusent. Allez en supervision, changez de métier, vous n'êtes pas fait pour ça. C'est brutal, non ? Et pour l'estime de soi, disons qu'on a vu mieux. Je n'avais pas envie de changer de métier. J'aime la psychologie. C'est un domaine qui me passionne profondément. Même en dehors des consultations, mes lectures et mes choix de films gravitent toujours autour de ce thème. Non, je ne voulais pas changer de métier. Je voulais juste l'exercer autrement. J'ai donc réfléchi à comment faire pour exercer ce métier à ma manière. C'est comme ça que j'ai plongé dans l'aventure de l'écriture, du podcasting et des consultations d'orientation thérapeutique. Et je crois que j'ai bien fait. Les retours sur mon livre sont très encourageants. Le mélange de témoignages personnels et d'explications théoriques semble toucher les lecteurs. Je l'ai écrit avec l'espoir que mon histoire et les thèmes que j'aborde puissent accompagner d'autres personnes dans leur cheminement. C'est ma façon de continuer à aider, au-delà des murs de mon cabinet, et de toucher davantage de monde. Pour le podcast, c'est la même idée. Et d'ailleurs, c'est vous qui pourrez me dire si ce format vous plaît. Rencontrer des personnes comme Aurélie m'a beaucoup inspirée. Elle aussi a choisi une nouvelle voie en lançant des formations en ligne pour exercer son métier autrement. Ces parcours singuliers montrent qu'il y a 1001 façons d'exercer le métier de psychologue. Et je me suis dit, bon, je sais que c'est pas une façon conventionnelle d'exercer mon métier. Par contre, si je reste un petit peu dans ce schéma-là, classique entre guillemets, en fait, je vais finir dans le mur, je vais finir effectivement en burn-out et c'est pas comme ça que je vais réussir à aider mes patients. Si moi-même je suis pas bien, comment est-ce que je vais pouvoir les aider à aller mieux ? Parce que je rappelle souvent qu'on est quand même notre propre outil de travail, donc voilà, c'est important de pas négliger sa propre santé mentale. Échanger avec des personnes comme Delphine Laval, coach en déploiement personnel et professionnel, qu'on a entendu dans l'épisode précédent, était aussi très encourageant. En me lançant dans l'écriture de livres et de podcasts, sans aucune certitude de réussite bien sûr, mais seulement parce que je sentais que c'était ce que je devais faire, je sens enfin que mon activité professionnelle est alignée avec qui je suis réellement. Et même Pascal Brion a besoin de mettre des choses en place pour nourrir sa vitalité d'aidant. Je prends du temps pour méditer, je prends du temps pour donner un sens, je prends du temps pour m'exposer à quelque chose de plus grand parce que en faisant ceci, je vais retrouver une certaine vitalité et aussi une capacité d'ouverture à autrui et à moi-même qui va me permettre de continuer à aider. Pour ma part, je ne suis pas parvenue à maintenir à un niveau acceptable ma vitalité d'aidant. Mais ça, c'est mon histoire. Voyons comment mes collègues, eux, font pour prendre soin d'eux. Arnaud, en plus du travail personnel et de supervision dont il a déjà parlé dans l'épisode 4, nous confie avoir recours à d'autres méthodes. Moi, j'ai recours depuis peu à quelque chose d'autre, qui est une médecine, on va dire, un peu alternative, dont je ne pensais pas qu'elle aurait un effet directement sur ma pratique professionnelle, mais il semble qu'elle en a. Ça s'appelle le kambo, c'est quelque chose qu'il y a d'Amazonie. C'est tout à fait exotique puisque c'est un venin de grenouille qu'on me met, qui mobilise le système lymphatique et qui élimine de nombreuses toxines. Donc c'est d'abord somatique, on va dire. C'est d'abord quelque chose qui aide sur un plan somatique, mais qui, par exemple, en Amazonie, les Amazoniens effectuent cette médecine, par exemple, avant des parties de chasse, parce qu'ils acquièrent une acuité sensorielle, une netteté tout à fait renouvelée, et voilà, c'est tout à fait clair. Et ils perçoivent tous les bruits, ils voient, ils entendent, ils perçoivent de façon sensorielle avec une acuité renouvelée. Et c'est quelque chose que j'ai constaté et qui aide aussi à renouveler l'écoute, parce qu'avec l'âge et la multiplication avec les pratiques d'expertise, on rencontre beaucoup de gens. Finalement, on les voit qu'une fois. C'est des moments forts, importants. Il y a un écrit à produire, mais les entretiens ont une densité et une charge. C'est des moments importants pour les plaignants, les gens eux-mêmes. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui se dépose, je pense, en nous, pour partie métabolisé par le travail d'écriture, pour partie en parlant aux collègues, et également dans le travail de supervision. Mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose d'autre qui se dépose et qui finit par peser, qui se sédimente aussi sans doute. Et je pense que cette histoire de kambo, de grenouille, la renouvelle, aide aussi à, sinon symboliser, métaboliser, mais à détoxifier une partie
des impensés dont nous avons, que l'on reçoit, quoi, dans ce type de pratique et d'entretien. Et j'ai vu, moi, que ça m'aide à continuer et à avoir toujours un intérêt pour les gens que je reçois au quotidien. Voilà. Comment je me débrouille moi-même de cette affaire-là après toutes ces années. Je découvre, comme peut-être vous aussi, l'existence du combo. Cette pratique surprenante semble jouer un rôle essentiel pour Arnaud en l'aidant à gérer la charge émotionnelle et les situations difficiles de son métier d'expertise. Pour ma part, après un travail psychologique approfondi, j'ai ressenti le besoin d'intégrer davantage mon corps dans mes pratiques de bien-être. Le yoga, la méditation, la respiration, les messages thérapeutiques font désormais partie de mes routines. Plus récemment, j'ai expérimenté la respiration holotropique, une méthode puissante pour explorer des dimensions plus subtiles de la conscience. Chacun doit trouver ses propres stratégies pour prendre soin de soi. Il n'y a pas de formule universelle, mais l'important est de s'autoriser à chercher ce qui nous fait du bien à nous. Aurélie, la neuropsychologue belge, de son côté, insiste sur le rôle essentiel de sa famille dans son équilibre. Ouais, moi j'ai un mari qui est quelqu'un qui prend fort soin, qui est pas du tout dans ce domaine-là, mais pas du tout. Qui m'a toujours très, très fort soutenue et accompagnée dans mon métier. Et je pense que d'avoir cette bulle à la maison de douceur, on en parlait au tout début du podcast, mais c'est vraiment, voilà, un confort, général que mon mari m'apporte, et vraiment de douceur au quotidien, donc je suis pas dans la bagarre quand on rentre, et vraiment le fait que quelqu'un prenne soin de moi, prenne le relais, en fait. Quand j'arrive à la maison, puis j'ai, par ailleurs une petite fille qui est dans le même, moule que son papa. Voilà, moi je pense que je ne pourrais pas exercer cette profession si j'avais pas, de personnes qui m'entourent au quotidien. Oui, alors après tout ce qui, voilà, la marche, moi je dors, j'ai cette chance. Je dors 8 heures par jour, quoi qu'il arrive dans ma vie. Je ne connais pas l'insomnie. Je pense que vraiment cette hygiène de vie-là, elle est essentielle, en fait. Marcher. Moi, j'ai toujours que marcher déverrouille ma pensée. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui me sauve. Puis c'est un petit antidépresseur naturel, hein, faut quand même le savoir. Donc, marcher. Aller marcher, dans la nature. C'est quand même un cadeau. Et je redis, mais ça remet intellectuellement, quoi. Vraiment. Et pardon, je me répète, mais je trouve que c'est une manière de prendre soin de soi. Julie partage avec nous sa vision holistique de la manière de prendre soin de soi, intégrant des pratiques variées et une attention portée à toutes les dimensions de l'être. Oui, eh bien, c'est une question très importante. Pour moi, peut-être une des plus importantes. Voilà. Pour moi, c'est à tous les niveaux de l'être. Et là, quand j'entends tous les niveaux de l'être, j'entends une vision un petit peu yogique de cet aspect-là, de tous les corps, de tous nos corps. On a plusieurs corps, un corps mental, un corps émotionnel, un corps énergétique, un corps, après on peut dire astral, causal dans le yoga. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de facettes de notre être, de couches. Et elles ont toutes besoin de notre attention, si je peux dire ça comme ça, toutes ces couches. Donc, je vais avoir un peu des actions sur chaque couche. Je peux autant aller me faire masser, qu'aller évidemment consulter le psychologue qui me suit toutes les semaines, que aller faire un bain sonore, un bain de gong pour qu'à des niveaux vibratoires, ça s'élève. Je peux aussi faire évidemment séance de yoga, mais ça je pratique quotidiennement, mais voilà. Je peux aussi décider de faire que de la méditation ou du pranayama pour des techniques plus spécifiques, des exercices respiratoires. Je peux décider d'aller marcher dans la forêt. Je peux décider d'aller au musée, d'aller absolument me nourrir de culture. Je peux décider, voilà, de faire toutes les choses qui vont nourrir mon bien-être, et puis du coup de pouvoir, quand je sens, il y a un aspect préventif, c'est-à-dire je fais ça tout le temps, c'est une routine, c'est une discipline quotidienne, mais pas discipline au sens négatif, c'est une ascèse quotidienne auquel je suis très attachée, aussi parce que j'ai eu aussi des problèmes de santé importants, donc c'est d'autant plus important. Ça peut aussi être d'ailleurs parfois dans le plaisir aussi, dans le fait de lâcher aussi, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Julie nous invite à réfléchir à l'importance d'écouter ses besoins de manière subtile et de répondre avec soin et justesse à ses vulnérabilités, une démarche qu'elle compare à l'art d'être sa propre mère. En tout cas, c'est vraiment d'être très attentif à soi. Et c'est aussi, voilà, ce que je voulais dire, c'est de pouvoir cibler où est-ce que tout d'un coup il y a une vulnérabilité et de pouvoir apporter la bonne réponse, si je puis dire, la réponse la plus adapté aux besoins du moment. Donc, faut pouvoir vraiment apprendre à écouter ses besoins de manière très, très subtile, parce que ça s'apprend. Après, c'est vrai qu'on peut, en grande ligne, se dire le mental, le physique, l'émotionnel, l'énergétique. Mais après, on peut aussi rentrer dans des subtilités encore plus fines. Et puis, voilà, de savoir à quel endroit il y a une vulnérabilité ou une perte d'énergie, de vitalité, et puis, hop, amener
ce qu'il faut et nourrir. Et moi, j'appelle ça être sa propre mère. Bon, il y a des hommes qui peuvent être tout à fait nourriciers, hein. C'est la qualité maternelle. C'est pas que ce soit les hommes ou les femmes qui l'amènent. Il y a des hommes qui ont cette qualité aussi énormément. Prendre soin de soi est donc un véritable art. Et comme nous venons de l'entendre, chacun des intervenants développe sa propre méthode, qu'il s'agisse de pratiques traditionnelles, d'un soutien familial ou encore de rituels plus personnels. Mais parfois, prendre soin de soi va au-delà d'une démarche individuelle. C'est là qu'interviennent des initiatives collectives comme celle de Terra Family. Le projet Terra est une initiative innovante visant à créer un réseau d'entraide pour les thérapeutes dédiés à la santé mentale, physique et professionnelle des soignants eux-mêmes. À partir des données du rapport sur la santé des professionnels de santé, Elodie, psychologue et bénévole au sein de l'association, nous explique. Il y en a déjà 38% qui prennent conscience qu'ils ont besoin de prendre davantage soin d'eux. C'est pas la première chose qu'ils attendent autour des mesures à adopter, puisque la première chose c'est la réorganisation de leur travail. Mais voilà, en second, c'est d'avoir plus de temps pour prendre soin d'eux. C'est précisément pour répondre à cette problématique et aux recommandations proposées dans ce rapport que le projet Terra est né. L'association, pour se déployer, s'appuie en toute intelligence sur les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Lucas, cofondateur de Terra. Notre projet innovant vise à créer un écosystème complet de soutien pour les soignants qui combine plusieurs aspects pratiques comme les échanges de services, le développement professionnel et surtout le bien-être personnel. On a une approche plutôt progressive et structurée. Donc on commence par le Pays Basque pour nous permettre de tester un petit peu le modèle avant une expansion plus large au niveau régional et potentiellement national. En résumé, Terra Family agit pour prévenir l'épuisement professionnel et renforcer les liens au sein de la communauté. Je trouve ce genre d'initiative absolument essentielle, raison pour laquelle j'ai souhaité en parler ici. Pour les professionnels qui m'écoutent et qui exercent dans le Pays Basque, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et rejoindre la communauté Terra Family. Pour les autres, restez attentifs. On souhaite à Lucas et à son équipe de se développer rapidement car les soignants ont besoin de ce genre d'initiative. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi il est temps pour moi de tirer ma révérence en tant que psychologue en cabinet. Mais je le fais sans aucun regret. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ces longues années de formation et de pratique m'ont enrichi humainement, m'ont enseigné tant de choses sur moi-même et sur les autres. Mais je sais aujourd'hui qu'il est temps pour moi d'explorer d'autres horizons. Je vis désormais à l'île Maurice, alors ça aide. Mais ce n'est pas de cet horizon-là dont je parle, vous vous en doutez. Être psy, pour moi, c'est bien plus qu'un métier. C'est une partie de mon identité. Je ne peux pas décider comme ça du jour au lendemain de ne plus être psychologue. Ce que je souhaite, c'est poursuivre cette aventure autrement. Par l'écriture, par ce podcast et à travers les consultations d'orientation thérapeutique que je propose en ligne. C'est ma façon à moi de continuer à accompagner et à soutenir des personnes, mais cette fois-ci en dehors des murs de mon cabinet. Et avant de se quitter pour de bon pour cette première saison, comme à la fin de chaque épisode, place au mot de la fin. La psy c'est pour les fous. Si comme Aurélie et moi, vous ressentez un inconfort dans l'exercice de votre métier, quel qu'il soit, un conseil simple. Déjà, la première chose, ce serait d'en parler parce que, en fait, je me suis rendu compte, avant d'oser en parler, que je gardais ce mal-être pour moi en pensant que j'étais la seule et que justement, ce mal-être faisait de moi une mauvaise psy parce que j'étais même pas capable de faire ce qu'on me demande, quoi, dans mon métier, tout simplement. Et c'est en parlant que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, en fait, dans ce cas-là. Donc, rien que d'en parler, je trouve que c'est un immense soulagement de savoir qu'on n'est pas seul et surtout, ça vient comme valider ce qu'on ressent. Ça paraît évident, hein, dit comme ça, mais vraiment quand on est dans dans ce ressenti-là, on a l'impression d'être seul au monde et puis d'être à part et du coup un mauvais thérapeute. Et c'est à partir du moment où on prend conscience des choses, de toute façon, qu'on peut vraiment mettre en place ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et c'est de se poser la question, en fait, s'il n'y avait pas de limite, dans un monde idéal, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Ça permet d'enlever les fameuses barrières. Oui, mais ça, je peux pas faire dans mon métier, ça n'existe pas, c'est impossible. Juste, dans un monde idéal, ce serait quoi ? Je sais que pour certains, c'est justement d'écrire des livres, de pouvoir vivre de ça. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, d'ouvrir un espace en pleine nature pour accueillir des gens et faire des retraites
spirituel, etc. Ouais. En fait, tout est possible. La seule limite, c'est toujours un petit peu nos propres croyances, hein, mais pour prendre soin de soi, c'est aussi finalement de s'ouvrir à ce petit rêve, à cette petite voix intérieure, même si on a l'impression que c'est pas encore possible pour le moment, mais juste de l'écouter et puis de voir un petit peu où elle peut nous mener. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, déjà de reconnaître effectivement que aujourd'hui, cette façon de faire ne convient plus et de voir quel est le premier pas qu'on pourrait faire pour sortir déjà de ça et aller vers un truc qui nous convient davantage. Et comme le dit Marie Bareil dans son roman Ainsi gèlent les bulles de savon, Small steps, slow, one at a time. Je tenais aussi à partager une poésie écrite par Olivier, psychologue canadien. J'ai été très touchée par ces mots. Il nous les livre ici. On me demande souvent comment je fais, comment j'y arrive à rester debout, à me détacher, à oublier les paroles, la souffrance, la lourdeur des vécus. Je réponds qu'on s'y habitue, qu'on se désensibilise, que ça devient la routine. En fait, quand j'y pense, c'est faux. J'apprends plutôt. J'accepte. Je me permets avec une plus grande ouverture d'être bouleversé, touché, chamboulé, attristé, fier. Il n'y a pas une fois où je reste de glace face à un aveu troublant, à un abus sexuel relaté, à des traits de mutilation découverts. Lorsqu'on me partage un désir de mourir, l'endroit précis où les entailles seront faites, l'immeuble choisi pour y faire son dernier envol, ça me prend certes moins au cœur qu'il y a un certain temps. Mais à chaque fois, l'humain en moi fend. Une fissure se creuse dans laquelle coulent mes larmes, les drames familiaux et le mal de vivre d'une génération nouvelle qui appréhende un futur avec peur et désespoir. Parfois, je me demande aussi comment je fais. Comment j'y arrive? Pour l'instant, ce qui adoucit cette fissure larmoyante est le courage des jeunes qui s'ouvrent à moi et me livrent leur profondeur. Partager, accueillir la souffrance ensemble est une expérience qui manque dans une humanité si authentique qu'elle me chavire. Alors à la question « Comment fais-tu pour être témoin de la douleur de l'autre au quotidien ?» Je répondrai « C'est de loin l'expérience la plus proche de la vérité, de mon humanité, et j'ai envie de la chérir. » Vous venez d'écouter le 9e et dernier épisode de la série 1 du podcast La Psy, c'est pour les fous. J'espère que cette première série, qui explore en profondeur les réalités souvent méconnues du métier de psychologue, vous a plu. Pour moi, c'est une aventure incroyable de pouvoir partager tout cela avec vous. Mais pour que cette aventure continue, j'ai besoin de vous. Votre soutien est essentiel. Partagez ce podcast autour de vous, laissez un commentaire, une note ou parlez-en à votre entourage. Ces petits gestes, à la fois simples et précieux, rendent mon travail visible et m'aident à toucher encore plus de monde. Je remercie également Anastasia Desanti qui a travaillé à mes côtés pour le montage de ces épisodes. Et si cette série vous a parlé, j'ai une bonne nouvelle. La série 2 est en préparation. Elle arrivera bientôt avec encore plus de sujets passionnants. On y parlera concrètement de thérapie. Comment ça marche, qu'est-ce que l'alliance thérapeutique, et on explorera même des thèmes spécifiques qui peuvent être des motifs de consultation, comme la relation d'emprise, la dépression étudiante, le burn-out, le deuil. Vous entendrez des témoignages touchants et des experts éclairer ces problématiques. Et qui sait, peut-être que grâce à ces nouveaux épisodes, vous oserez enfin prendre rendez-vous chez le psy. Merci infiniment pour votre écoute, votre fidélité et votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes dans mon podcast La Psy, c'est pour les fous.